Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de m'aider à partager la vidéo avec vos amis. Et puis, nous allons démarrer. Bon, très bien. Alors, j'aimerais parler un peu du Soudan parce que depuis que la guerre a éclaté de manière manifeste au Soudan, je n'ai pas encore pris la parole, vu que ici ou là, il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais le Mortra ne s'est pas encore prononcé. Nous nous sommes prononcés sur le Soudan en 2012, au lendemain de la création de ce qu'on appelle l'État du Sud-Soudan. Nous avons écrit un texte sur le Sud-Soudan en disant que ce qui n'a pas été réalisé, ce qui n'a pas réussi au Nigeria avec le général Ojukwu qui voulait créer l'État du Biafra, ce qui a été soldé par un accord pétrolier à Paris, à l'hôtel Le Crillon, entre les anglo-saxons d'un côté et les Français de l'autre, qui soutenaient la création de l'État du Biafra. Eh bien, on a réussi à casser le Soudan en deux à partir du référendum d'autodétermination de janvier 2011. Donc, nous nous sommes prononcés pour expliquer un peu comment on est parvenu à créer un État fantoche au Sud-Soudan à partir de la casse d'un des plus grands pays d'Afrique, le Soudan, qui est un pays qui a d'immenses ressources, qui a d'immenses richesses. Aujourd'hui, la guerre a éclaté et cette guerre est le signe manifeste de l'état de santé politico-social de l'Afrique. Il y a toujours la guerre au Congo, la guerre dans beaucoup de pays, donc en Afrique de l'Ouest notamment, où maintenant les Occidentaux utilisent le terrorisme islamiste pour contrer la présence russe et chinoise dans cette sous-région ouest africaine. Donc à partir de la destruction de la Libye, les Occidentaux ont prémédité le terrorisme dans cette région pour pouvoir contenir la présence de plus en plus concurrentielle de la Chine dans cette région où il y a des matières premières stratégiques, notamment l'uranium, de l'or, de l'eau également, et aussi d'autres ressources très importantes dans cette région ouest africaine, ou en tout cas sahélo-saharien. Donc, la guerre est permanente en Afrique et ce qui se passe aujourd'hui au Soudan est la manifestation de l'état politico-social de l'Afrique, une Afrique malade. Beaucoup d'Africains ne veulent pas voir l'état de santé de notre continent. On se cache, on fait l'autruche, on se cache sous maintenant la jupe de la Russie, de Poutine, on acclame Poutine, et en pensant qu'en faisant ça, on est en train d'emmerder les Occidentaux et puis qu'on est en train de les couillonner, de ridiculiser les Occidentaux, oubliant que ce n'est pas cette posture-là qui va résoudre nos problèmes intérieurs pour nous. Les problèmes qui, somme toute, sont créés par les Occidentaux, animés par les Occidentaux. Eh bien, nous sommes en train de nous réjouir, de nous amuser avec la Chine et la Russie en disant que nous sommes en train d'embêter l'Occident ainsi, alors que pendant ce temps, nos problèmes ne font que s'aggraver. Donc, la guerre au Soudan est la manifestation même de la faiblesse, de l'état de faiblesse politico-sociale de notre continent, de la maladie pérenne de notre continent. Et donc, il va falloir que la jeunesse africaine, que nous ne cessons d'appeler à l'action, d'abord à la conscience et à l'action ensuite, puisse ouvrir les yeux, regarder froidement l'état de notre continent et assumer ses responsabilités au lieu d'aller chercher des soutiens rêvés, illusoires,
en Russie, en Chine, en Turquie et ailleurs. Parce que ce n'est pas parce que ces pays-là sont en train de prospérer aujourd'hui et de faire face à l'Occident que nos problèmes africains seront résolus. Nos problèmes africains, c'est à nous de les résoudre. On ne peut pas sous-traiter nos problèmes, nous ne pouvons pas donner par procuration la résolution de nos problèmes aux Chinois, ni aux Russes, ni aux Turcs, ni à quelque puissance que ce soit qui émerge sur la scène internationale que nous considérons comme en train d'embêter les Occidentaux qui sont nos ennemis ou, dans une moindre mesure, nos adversaires. Donc, ce qui se passe au Soudan est terrible. C'est horrible, mais cette situation, elle n'est pas unique. Il y a la guerre au Congo depuis des années, nous en avons régulièrement parlé. Les Africains ne s'occupent pas du Congo, qui est en guerre depuis la naissance de cet État. Il y a la guerre en Afrique occidentale, il y a la guerre en Libye, il y a la guerre dans la corne de l'Afrique, donc il y a la guerre un peu partout. Et le Soudan ne déroge pas à la règle qui est que notre continent étant dans une faiblesse absolue, eh bien, les puissances viennent jouer leur jeu géopolitique sur nos terres. Et donc, je vais faire un peu l'historique du Soudan depuis que l'Angleterre a décidé de coloniser ce pays. Il s'agit de l'Empire britannique qui, à partir de l'Égypte, avait envahi ces territoires. À l'époque, c'était Kordofan, bon, c'était un ensemble de territoires à l'époque. Et ce sont les arabo-musulmans qui ont nommé ce territoire le pays des Noirs, donc Bilad al-Soudan, donc le pays des Noirs. Lorsque les Britanniques sont arrivés dans cet espace, ils ont été confrontés à une résistance terrible de Muhammad ibn Abdullah Ahmad al-Mahdi, qu'on appelait le Mahdi à l'époque, qui avait opposé une résistance implacable face aux Britanniques. C'est ainsi qu'en 1885, le Mahdi avait défait les Britanniques et avait même assassiné le gouverneur colonial qui s'appelait Gordon à Khartoum. Les Anglais, les Britanniques étant défaits, il a fallu 13 bonnes années aux troupes anglo-égyptiennes pour pouvoir s'attaquer à nouveau au Soudan mahdiste pour le détruire en 1898. Donc en 1898, la Grande-Bretagne, accompagnée de ses sous-fifres égyptiens, ont attaqué le Soudan mahdiste qui les avait défaites 13 ans plus tôt et ont pris ainsi leur revanche sur le Soudan. Et à partir de ce moment, à partir de 1898, les Anglais ont instauré ce qu'on appelle un condominium anglo-égyptien sur le Soudan. Donc à partir de ce moment-là, le Soudan était devenu le Soudan britannique, le Soudan anglais. Et pendant que les Britanniques ont instauré leur puissance sur ces territoires soudanais, la résistance avait continué jusqu'en 1956 où l'indépendance du Soudan a été proclamée. Et il y avait le petit-fils du Mahdi qui s'appelle Sadiq al-Mahdi, qui était proclamé Premier ministre, qui avait dirigé le pays pendant un moment. Et finalement, le régime Sadiq al-Mahdi va tomber à la suite d'un coup d'État opéré en 1969 par le général Gafa Nimeri. Nimeri qui, lorsqu'il va prendre le pouvoir, va poursuivre Sadiq al-Mahdi. D'abord, va le jeter en prison et va le chasser du pays. Sauf que Nimeri lui-même sera contesté quelques années plus tard et sera renversé. Quand Nimeri sera renversé par un soulèvement populaire parachevé par un coup d'État militaire, Sadiq al-Mahdi, le petit-fils du Mahdi, le grand résistant Mahdi, va revenir au pouvoir. Il va revenir au pouvoir pendant quelques années. De 1986 à 1989, Sadiq al-Mahdi va exercer le pouvoir. Sauf que pendant qu'il était en train d'exercer le pouvoir, il y avait les islamistes conduits
par le beau-frère de Sadiq al-Mahdi qui s'appelle Al-Tourabi. Je crois que les plus anciens connaissent un peu Al-Tourabi parce qu'à l'époque, il faisait la une de beaucoup de journaux. Al-Tourabi, c'était un intellectuel musulman qui était le beau-frère de Al-Mahdi et qui préparait la prise du pouvoir via le général Omar el-Béchir. En 1989, Mahdi sera renversé par un coup d'État militaire conduit par le général Omar el-Béchir, parrainé par Hassan el-Tourabi, qui était l'éminence grise des islamistes au Soudan. Ainsi donc, Omar el-Béchir va prendre le pouvoir et va adopter une attitude, donc une position nationaliste et islamiste. Dans un premier temps, les États-Unis avaient plutôt les yeux doux pour le général al-Béchir, sans savoir que ce pouvoir allait tout de suite montrer clairement son orientation nationaliste. Les États-Unis avaient qualifié ce coup d'État d'un coup d'État mené par des généraux patriotes et honnêtes. Sauf que les premières décisions de Omar el-Béchir vont faire déchanter les États-Unis, qui vont se positionner contre ce pouvoir finalement et vont faire du pouvoir de al-Béchir leur ennemi immortel. Nous allons voir pourquoi les États-Unis ont transformé le pouvoir du général Omar el-Béchir en un ennemi farouche qu'il fallait combattre jusqu'au bout, jusqu'à le faire tomber. Quand Omar el-Béchir va prendre le pouvoir le 29 juin 1989, il se fait que dans les encablures des années 90, les États-Unis avaient, entre guillemets, remporté la victoire de la guerre froide. L'URSS va disparaître, il n'y aura plus d'URSS. Donc les États-Unis étaient l'hyperpuissance dominant complètement la scène internationale, dictant leurs lois un peu partout, faisant le gendarme dans le monde sans aucune opposition possible, parce que l'URSS étant défaite et disparue. Donc, 90-91, l'Irak de Saddam Hussein va attaquer le Koweït, induit en erreur ou même trompé par les États-Unis qui avaient laissé croire à Saddam Hussein que bon, ils ne vont pas réagir lorsque Saddam Hussein va attaquer le Koweït. Contrairement aux attentes de Saddam Hussein, les États-Unis vont former une coalition internationale avec des pays arabes pour réagir face à l'Irak qui a attaqué le Koweït. Les États-Unis n'ayant plus d'adversaires, puisque l'URSS, je viens de vous le dire, a disparu en 90, donc le pouvoir de Saddam Hussein s'est retrouvé isolé, sans protecteur. Du coup, les États-Unis ont pu défaire très facilement avec leur coalition l'Irak et l'ont chassé du Koweït. Pendant que les États-Unis étaient en train de concocter leur coalition contre l'Irak de Saddam Hussein, le Soudan, dirigé par ce régime islamiste conduit par el-Béchir et son éminence grise Hassan al-Tourabi, va prendre une position diamétralement opposée. Donc, Béchir va prendre position en faveur de l'Irak de Saddam Hussein. À partir de ce moment, c'est fini. Les États-Unis ont considéré que ce pouvoir, le pouvoir de Béchir, doit être abattu. Donc, en 1991, le régime soudanais a pris position en faveur de l'Irak, alors que d'autres pays arabes avaient pris position en faveur des États-Unis et du Koweït pour chasser l'Irak du Koweït. Eh bien, le Soudan, lui, avait pris position en faveur de Saddam Hussein, président irakien de l'époque. À partir de là, les États-Unis ont considéré que cet acte était impardonnable. C'était une faute impardonnable qu'a commis le Soudan à l'époque. Et donc, à partir de là, les États-Unis ont décrété que ce régime doit être abattu. Comme si ça ne suffisait pas, quelques années après, le Soudan a fait savoir avoir admis sur son territoire un investisseur arabe, saoudien, à la personne de Oussama Ben Laden. Donc, deuxième faute grave des Soudanais, c'est d'avoir accepté sur leur territoire Oussama Ben Laden, qui était une fabrication des États-Unis en Afghanistan pour s'opposer aux Russes. Et lorsque les États-Unis voulaient s'asseoir
après avoir chassé les Russes de l'Afghanistan, eh bien, des troupes afghanes menées par Oussama Ben Laden avaient posé d'énormes problèmes aux États-Unis et avaient tout fait pour chasser les États-Unis d'Afghanistan. Donc à partir de là, Oussama Ben Laden a été déclaré ennemi par les États-Unis. Et donc le Soudan, en acceptant Ben Laden sur son territoire, a accepté l'ennemi des États-Unis, ce qui fait une deuxième faute grave que les États-Unis ne pouvaient pas pardonner. Et à partir de là, s'est engagée une campagne de presse internationale contre le régime de Omar el-Béchir, traité de terroriste, d'État voyou, État paria, et à partir de ce moment a été orchestrée une grande campagne contre le Soudan. De plus, les États-Unis et leurs amis israéliens considéraient que le Soudan, qui est le plus grand pays, entre guillemets, arabe en Afrique, non loin de la péninsule arabique, constituait dès lors une menace qu'il fallait absolument juguler. Et donc, on commençait par réfléchir sur le démantèlement du Soudan. Donc, sur comment faire pour casser le Soudan et réduire le Soudan en miettes. À partir de ce moment, la rébellion qui a commencé avant l'avènement du pouvoir d'al-Béchir au Soudan s'est amplifiée au sud, avec John Garang à la tête de cette rébellion sudiste, donc au sud-Soudan. Et finalement, le pouvoir de Béchir va conclure en 1997 un accord de paix avec le Sud-Soudan pour essayer de calmer un peu la situation. Donc il y a eu un accord à Khartoum en 1997 pour calmer la situation au Sud-Soudan. Mais les États-Unis et ses amis israéliens et européens n'en démordaient pas. Ainsi donc, après avoir signé ce traité de paix avec les rebelles sudistes, la situation va s'empirer et va survenir le 11 septembre 2001, les attentats aux États-Unis, ce qui a poussé les États-Unis à déclarer ce qu'ils ont appelé la guerre contre le terrorisme. Puisque le Soudan était pointé du doigt comme un État qui a hébergé Oussama Ben Laden, qui a été qualifié de l'auteur des attentats aux États-Unis, eh bien le Soudan, sentant qu'il allait être indexé, avait proposé aux États-Unis son soutien et son apport, sa coopération pour les aider dans cette guerre contre le terrorisme. Donc le Soudan avait proposé aux États-Unis de les aider dans la lutte contre le terrorisme en 2001. Ce qui fait que le Soudan était revenu un peu plus sur la scène internationale comme un pays plus ou moins respectable, mais les États-Unis n'ont pas accepté de bon cœur cette coopération proposée par le Soudan. Donc, pendant que les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, le Soudan a fait un peu de chemin et finalement l'accord politique de paix qui a été signé en 1997 à Khartoum a été consolidé par un accord de paix général en 2005. C'est ce qu'on appelle les accords de Navaïcha en 2005, où les rebelles sudistes et le pouvoir du Nord au Soudan ont conclu un accord pour mettre fin aux hostilités. Sauf que pendant ce temps, les États-Unis, Israël et les Européens avaient mobilisé encore une fois une grande campagne soutenant les rebelles du Sud, ce qu'on appelait à l'époque le génocide au Darfour. Donc ils ont commencé par amplifier le conflit au Sud et ont même nommé ce conflit un génocide, qualifiant les troupes du Nord venant au Sud pour essayer de pacifier la situation comme des Janjaouides, des génocidaires. Donc à partir de ce moment-là, l'accord qui a été signé en 2005 était tombé à l'eau, la guerre a repris. Et il se fait qu'entre-temps, John Garang, qui est le parent, l'homme politique du Sud, qui à l'origine appartenait à l'armée soudanaise, qui a été envoyée pour réprimer la rébellion du Sud, mais qui finalement a été retournée par les sudistes et le metteur en scène que sont les États-Unis, les Européens, Israël et tout ça. John Garang était devenu plutôt le chef rebelle au Sud-Soudan. Et il se fait qu'entre-temps, John Garang va mourir dans un accident d'avion
et c'est Salva Kiir qui va prendre sa place. Et donc, en 2009, le Soudan de Al-Béchir, qui subissait des assauts répétés médiatiques, une propagande médiatique terrible, parce que les deux fautes dont j'ai parlé, que les États-Unis et ses alliés, ou bien leurs alliés, ont considéré comme des fautes impardonnables, à savoir soutenir Saddam Hussein en 1990-91 dans son invasion contre le Koweït. Ensuite, l'hébergement de Oussama Ben Laden. Ces deux fautes-là n'ont jamais été pardonnées. Et donc, finalement, dans les années 2005-2010, on va mobiliser énormément, même des artistes, des acteurs de cinéma, les George Clooney, plein d'artistes comme ça, qui vont chanter pour le Sud-Soudan, vont faire des voyages, on va mobiliser des ONG, des médias pour diaboliser énormément le Soudan, mener une campagne contre le Soudan et dire que c'est une guerre ethnique ou même religieuse et que c'est le Nord, dirigé par Omar Béchir, qui est islamiste, qui s'opposait au Sud chrétien, dirigé par John Garang et remplacé après sa mort par l'actuel président du Sud-Soudan. C'est comme ça qu'on a construit la situation au Soudan pour casser ce pays. Et donc, en 2009, qu'est-ce qui va se passer? Dans la logique de casser le Soudan, la Cour pénale internationale va lancer contre Al-Béchir un mandat d'arrêt international. Lequel mandat d'arrêt international sera consolidé en juillet 2010 par un deuxième mandat d'arrêt pour génocide. Donc, on va qualifier Al-Béchir de génocidaire et ainsi, on va définitivement le discréditer et le disqualifier. Et donc là, on s'inscrit dans la création du Sud-Soudan, ce qui va advenir en janvier 2011, où une partie des Sud-Soudanais ont voté pour couper le Soudan en deux, où on a les puits de pétrole au Sud-Soudan, dans le territoire sud-soudanais, et au nord, les pipelines qui faisaient évacuer le pétrole du territoire soudanais. Voilà comment les États-Unis et ses amis ont opéré pour créer deux Soudans. Et donc, en juin 2011, la République du Sud-Soudan sera proclamée avec à sa tête un homme lige, manipulé par les États-Unis et Israël notamment, qui s'appelle Salva Kiir. Voilà comment les États-Unis ont procédé après l'Empire britannique pour casser le Soudan en deux et instaurer la guerre de manière permanente dans ce pays. Israël, qui considère le Soudan comme sa profondeur stratégique, géopolitique, ne cesse aussi d'agir dans ce pays. Voilà la marche politique du Soudan jusqu'à la création du Sud-Soudan, jusqu'au morcellement du Soudan en deux. Voilà un peu le processus. Et donc, on a instauré la guerre. Et donc, finalement, comme on va discréditer Omar el-Béchir, finalement, son pouvoir, après plusieurs tentatives, va tomber. Et quand il sera tombé, quand il sera arrêté, à l'issue d'un coup d'État, l'un des deux généraux, Boukran, comme on l'appelle, qui avait pris le pouvoir, finalement s'est adjoint le général Emeti, avec qui il se bat aujourd'hui. Et ce sont ces deux personnes-là, ces deux généraux, qui dirigent en gros au Soudan. Sauf que, bon, voilà, les ambitions humaines étant ce qu'elles sont, eh bien, aujourd'hui, ces deux généraux sont en train de se battre, toujours avec en toile de fond l'internationalisation du conflit, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui interviennent là-bas, au Soudan. Le Soudan est un terrain de jeu pour les puissances internationales, notamment les États-Unis, l'Union européenne, Israël et les pays arabes. L'Égypte aussi joue un grand rôle. Et puis, on va présenter la situation comme deux généraux dont les ambitions sont démesurées et qui n'arrivent pas à dompter leurs instincts sauvages de boire du sang de leurs concitoyens pour consolider ou bien acquérir le pouvoir politique de manière indépendante dans ce pays. Donc, il n'y a personne derrière. À la limite, les médias vont présenter la guerre au Soudan comme une guerre entre deux personnalités à égaux démesurés qui veulent le pouvoir, manipulés par quelques petits pays de la sous-région, à savoir l'Égypte et l'Éthiopie.
en omettant de nous dire qui sont les vrais acteurs qui décident de cette guerre au Soudan aujourd'hui. Donc voilà un peu la situation. Après avoir parlé de la politique, de l'évolution politique du Soudan depuis le 19e siècle, je vais vous présenter un peu l'aspect géographique et géopolitique du Soudan. Le Soudan, il faut savoir que c'est un territoire énorme de 1 900 000 km² avec pour seule frontière naturelle sa façade maritime. La façade maritime qui s'ouvre sur le golfe Persique, qui est une zone immensément riche en pétrole, donc une zone extrêmement stratégique. Et donc le contrôle du Soudan permet d'avoir un œil sur la péninsule arabique. C'est très important. Donc le Soudan n'a que comme frontière naturelle sa façade maritime qui s'ouvre sur la péninsule arabique, avec Israël dans la région. Il ne faut pas l'oublier. Ici, ce qui est important à considérer, c'est que le Soudan est un pays qui a ses frontières partagées avec 9 pays dans cette région. 9 pays. Donc le Soudan a 9 pays comme pays limitrophes, à savoir l'Égypte, la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc le Soudan partage ses frontières avec ces 9 pays-là. Et dans l'ensemble de ces pays, il y a des enjeux stratégiques majeurs. L'Égypte, comme l'allié des États-Unis dans la région, et donc ami d'Israël, où les États-Unis ont cassé le pouvoir de leur ancienne marionnette Moubarak, et les Égyptiens ont eu le tort d'élire un président démocratiquement qui s'appelle Mohamed Morsi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont armé le général Al-Sisi pour renverser Morsi, jeter Morsi en prison, le faire souffrir, le torturer et finalement ils l'ont assassiné. Le président démocratiquement élu en Égypte a été assassiné et remplacé par Al-Sisi qui est un terroriste qui massacre énormément le peuple égyptien, à qui les Occidentaux donnent beaucoup d'argent pour faire des projets pharaoniques et essayer de présenter l'Égypte comme un pays qui marche, qui est en train de combattre les islamistes et puis qui est en train de se développer. Alors que ce pays est sous la domination des Occidentaux, particulièrement accompagnés de leurs sous-fifres israéliens. Ça, c'est l'Égypte, ça. La Libye, il y a le pétrole là-bas. Le Tchad, il y a le pétrole, la RCA, le pétrole, l'uranium est là-bas. La RDC, n'en parlons pas, scandale géologique, plein de ressources minières et stratégiques majeures, le lithium, etc., etc. L'Ouganda, le Kenya et tout ça, l'Éthiopie, c'est des pays qui regardent beaucoup de richesses, c'est des pays stratégiques. Donc, le contrôle du Soudan permet d'accéder très facilement à l'ensemble de ces pays-là, de ces 9 pays qui l'entourent. Les 9 pays qui entourent le Soudan sont des pays extrêmement importants du point de vue de leurs ressources minières et minéralières et du point de vue de leur positionnement stratégique. L'Égypte, le canal de Suez, donc il ne faut jamais l'oublier, et les autres pays ont des ressources minières énormes. Donc, il fallait absolument contrôler le Soudan pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces 9 pays-là de manière très facile. Par le Soudan, vous avez accès à toute l'Afrique centrale et même occidentale parce que la côte n'est pas très loin de tout ça. La façade maritime du Soudan est étendue de 750 km, donc c'est une façade maritime très importante dont le contrôle est hyper important parce que, comme je le disais, c'est une façade maritime qui s'ouvre sur le golfe rempli de pétrole énormément, avec Israël dans cette sous-région. Donc le Soudan est un pays stratégiquement important dont le contrôle est absolument nécessaire. Voilà pourquoi le Soudan a toutes ces difficultés. Et ce pays, pour le moment, ne connaîtra pas la paix parce que les pays africains, ce qu'on appelle abusivement les États africains, sont incapables de tenir notre continent, de sécuriser notre continent, de sanctuariser notre continent, de faire en sorte que aucun pays présent sur ce continent ne soit le terrain de jeu des autres puissances. Eh bien, tant que l'Afrique sera dans cette position de faiblesse,
des pays comme le Soudan seront toujours dans une position de vulnérabilité stratégiquement. Pays irrigué par le Nil et ses affluents. Et comme le Soudan a une position extrêmement stratégique et que lui-même contient beaucoup de richesses, à savoir le pétrole, l'or notamment, et d'autres produits, le Soudan se trouve dans une situation où sa position l'expose à tous les dangers, évidemment. Et il faut noter qu'il est difficile de relier l'Afrique septentrionale et l'Afrique centrale ou orientale sans passer par le Soudan. Donc le Soudan, c'est un carrefour très important. Et le Soudan est à portée de la péninsule arabique, remplie de pétrole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, le Soudan, c'est un pays qui a une proximité avec d'autres gisements non négligeables, comme les gisements de pétrole au Tchad, en République centrafricaine, et aux ressources stratégiques essentielles qui sont en RDC, au Kenya, en Ouganda, etc., etc. Donc, c'est l'ensemble de ces instruments-là, de ces situations, qui justifient l'intervention récurrente des pays, notamment les Occidentaux, au Soudan, pour affaiblir ce pays, éviter que le Soudan dispose d'un État fort. C'est dans cette logique qu'on a cassé le Soudan pour morceler le Soudan en 2011 et y créer un deuxième État qui serait le Sud-Soudan, qui en réalité est un État croupion, manipulé de l'extérieur, notamment par Israël et les États-Unis notamment. Voilà un peu la situation du point de vue historico-social et du point de vue géographique et géopolitique au Soudan. Donc la guerre qui se déroule actuellement au Soudan est une guerre géopolitique parce que le contrôle du Soudan est un enjeu stratégique majeur par rapport à tout ce que j'ai dit. Le fait que le Soudan soit donc le plus grand État, entre guillemets, musulman, situé en Afrique, ayant le parcours qu'il a eu sous Al-Béchir, d'abord résistance farouche contre l'Empire britannique, ensuite position nationaliste et islamiste de Al-Béchir et de son ami et de son parrain Al-Tourabi, et finalement toutes les positions que le Soudan avait prises à l'époque, à savoir s'opposer aux États-Unis dans sa guerre contre l'Irak, lorsque l'Irak avait envahi le Koweït en 90-91, et puis finalement l'hébergement que le Soudan a accordé à Oussama Ben Laden, ennemi déclaré des États-Unis à partir de l'Afghanistan déjà. Toutes ces raisons, plus les immenses richesses intérieures dont le Soudan dispose et la position géographique du Soudan qu'il met au contact de 9 pays extrêmement importants dans la sous-région, avec une façade maritime qui s'ouvre sur la péninsule arabique, eh bien, le Soudan est un territoire qui ne connaîtra pas de paix tant que l'Afrique ne va pas se refaire et ne va pas se sanctuariser et se protéger. Donc, malheureusement, la guerre qu'il y a au Soudan aujourd'hui est une guerre géopolitique et dans tout ça, nous voyons que nous-mêmes, Africains, nous sommes absents sur ce terrain. Encore une fois, ce sont les médias occidentaux qui nous informent avec leur lecture, leur propre lecture, qui présentent cette guerre comme une guerre d'ego entre deux généraux animés de leur instinct sauvage, tribaliste, qui veulent accaparer le pouvoir et ainsi voler les biens de ce pays. Et ces deux généraux, selon les médias occidentaux, sont tenus par deux petits pays, à savoir l'Égypte et l'Éthiopie, qui manipuleraient tout ceci. Alors qu'en réalité, cette guerre, elle est manipulée de l'extérieur par les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés israéliens particulièrement. Donc, tant que les pays africains ne seront pas libérés et que les Africains ne vont pas reconstruire ce continent pour le doter d'États véritables, chasser toutes les puissances qui sont en train de faire main basse sur notre continent et qui ont fait main basse d'ailleurs sur notre continent, avec aujourd'hui le retour un peu à la guerre froide où le camp occidental mené par les États-Unis et ses amis européens et autres, israéliens notamment, sont en face de la Chine et de la Russie de l'autre côté. Eh bien, l'Afrique sera perdante, nous serons victimes de ces types de guerres, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'actuellement, la Russie et la Chine se redéploient dans ce pays. La Chine y était déjà
Parce qu'à l'époque, la Chine soutenait le régime d'Al-Béchir parce qu'il y avait le pétrole que la Chine exploitait énormément au Soudan. Donc, notre continent sera encore victime de la guerre froide qui revient, qui n'est jamais partie d'ailleurs. Et contrairement à ce que les Africains chantent, à savoir que oui, vive Poutine, la Chine et tout ça, comme pour narguer les Occidentaux, tout ça ne va rien nous apporter. Nous serons encore une fois victimes et ça se voit au Soudan au travers de cette guerre-là. Et cette guerre au Soudan nous rappelle encore une fois à nous, Africains, notre devoir de nous organiser, de nous mobiliser pour renvoyer les petits tyrans, les marionnettes, les satrapes que les Occidentaux ont placés à la tête de ces enclos coloniaux abusivement appelés États, qui n'ont aucune consistance, qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont pas d'existence réelle. Eh bien, si nous ne chassons pas ces gens-là pour entamer la reconstruction de l'Afrique sur de nouvelles bases, eh bien, ce qui arrive aujourd'hui au Soudan, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début de ce que les Africains vont connaître. Les grandes difficultés sont devant nous. Le Mortra n'a jamais lésiné sur les moyens pour dire cette vérité et rappeler cette réalité aux Africains. Tous les pays de cette terre se construisent de l'intérieur. Aucun pays ne sait construire de l'extérieur. C'est-à-dire que les peuples doivent d'abord assumer leurs responsabilités à l'intérieur de leurs frontières avant de chercher des alliances à l'extérieur. Mais nous, comme nous sommes des lâches, comme nous sommes des poltrons, comme nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, comme nous avons une vision déformée du monde, comme nous ne comprenons pas les réalités du monde, comme nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, nous avons peur, nous voulons rester petits, eh bien nous jouons petits et nous voulons trouver les solutions à nos problèmes en allant chanter les louanges des autres, à savoir la Russie, la Chine et quelques autres pays, en pensant que si nous faisons ça, nous allons être bien vus et que nos problèmes vont être résolus. Nous nous trompons. Le Soudan vient de nous rappeler cette réalité cruelle qui est que les peuples doivent d'abord s'assumer eux-mêmes. Les peuples doivent d'abord s'assumer eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes impuissants, nous ne pouvons qu'assister impuissants, dispersés, totalement amoindris, fatigués d'ailleurs, et même indifférents vis-à-vis de ce qui se passe au Soudan. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de transmettre notre soutien et nos salutations patriotiques au peuple soudanais qui est en train de souffrir actuellement. Eh bien, cher peuple soudanais, s'il y a des gens qui m'entendent, c'est que nous sommes désolés. Nous sommes, nous, vos frères africains, nous sommes très faibles, mais nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, nous fuyons. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de vous être de quelque utilité que ce soit dans cette période difficile que vous traversez, comme de par le passé, nous, Africains, nous n'avons pas été capables d'apporter quelque soutien ou quelque secours que ce soit à nos compatriotes au Congo, au Mali, au Burkina, au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, au Congo-Brazzaville, en Angola, partout où la guerre a sévi jusqu'à présent. Parce que nous ne sommes pas capables de nous assumer. Nous n'avons aucune organisation, nous ne voulons rien faire, nous nous amusons et nous pensons que si nous chantons les louanges des autres, c'est ça qui va apaiser nos douleurs, c'est ça qui va résoudre nos problèmes. Non. Donc, nos compatriotes au Soudan, nous ne pouvons que vous saluer et vous dire de tenir bon dans cette situation parce que nous qui sommes vos frères, nous ne sommes pas capables de vous venir en aide parce que nous sommes très faibles et nous sommes affaiblis. Nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Nous nous réfugions toujours sous des faux fuyants et des faux fuyants. Et donc, nous n'avons rien prévu et ne sommes pas capables, nous n'avons même pas les moyens de transport. Et même si nous réunissons des vieux habits, des vieilles chaussures, quelques sacs de riz, nous ne pouvons même pas vous les envoyer parce que nous n'avons aucune organisation. Nous n'avons aucune organisation, nous n'avons pas des compagnies de transport, nous n'avons rien. Donc nous sommes obligés de passer par la Croix-Rouge, quelques autres ONG occidentales pour vous envoyer quelque chose. C'est tout ce que nous pouvons faire. Hein? Et même ça, c'est évidemment ceux qui sont conscients de la réalité qui vont faire ça. Et ce n'est pas tout le monde qui va le faire.
Donc, nous sommes désolés de vous voir dans ces situations. Mais bon, les Africains que nous sommes habitués à ce type de situation. Nous sommes habitués à l'odeur de la mort. Rien ne nous fait honte. Hein, la guerre, nous en sommes habitués. Donc, votre situation ne nous émeut pas outre mesure, quoi. Voilà, c'est ça la réalité. Voyez? Donc, même si ici ou là, il y a quelques-uns qui ont fait du bruit et dit ceci ou cela, disant qu'ils analysent le conflit au Soudan, la réalité, c'est que nous n'avons aucune organisation capable de nous mettre en contact avec vous et de vous venir en aide. Aujourd'hui, tous les pays sont en train d'évacuer leurs ressortissants au Soudan. Bah, qui vient vous chercher, chers amis soudanais, chers compatriotes soudanais? Non, vous êtes abandonnés à votre sort et c'est le sauf qui peut général. Donc les gens vont au Tchad, dans les pays voisins, etc., etc. Donc c'est ça la réalité, nous sommes très faibles. Et j'espère que nous allons prendre conscience et comprendre le message qui est le message permanent du Montra, à savoir que nous devons absolument nous mobiliser pour casser les enclos coloniaux abusivement appelés États africains, instaurés en Afrique, pour redonner vie à notre peuple, de sorte que notre peuple puisse affronter des situations comme celles que vous connaissez aujourd'hui au Soudan. Et rappeler à la jeunesse africaine qu'elle ferait œuvre utile en prenant ses responsabilités, en commençant par prendre conscience des réalités de ce monde, des lois de ce monde, et aller vers une organisation. Laquelle organisation va lui permettre de faire face aux maladies africaines, faire tomber les frontières coloniales et ainsi entamer la reconstruction de manière méthodique de ce grand continent qui est aujourd'hui malade, qui est à terre et dont une des manifestations de ces maladies chroniques est en train d'être démontrée aujourd'hui au Soudan. Voilà, chers amis, je vous salue. À très bientôt.